Tu n'auras rien, Elira. Exactement ce que tu mérites. C'est ce que son père, Branton Kell, a dit en plein milieu de la lecture du testament. Il n'a pas crié. Il n'a pas bégayé. Sa voix était calme et polie, comme s'il avait répété ces mots devant un miroir. La pièce entière est devenue silencieuse. On pouvait entendre le feu crépiter derrière Elira, et quelqu'un a doucement halté quand un verre de vin a heurté trop fort un plateau. Mais Elira, elle n'a pas scié. Elle n'a pas tressailli. Elle a souri. Car ce que son père ignorait, c'est qu'elle avait déjà un plan. Revenons un peu en arrière. Elira qu'elle avait 29 ans, fille unique de Branton Kell. PDG de Kell Dominion, un empire mondial de la logistique bâti sur l'acier, la sueur et la fierté. Branton croyait que l'héritage était pour les fils. Toujours les fils. À ses yeux, les filles étaient décoratives, émotives et temporaires. Jamais sérieuses. Jamais permanentes. Elira avait passé toute sa vie à essayer d'être reconnue. Elle avait obtenu des notes parfaites, créé une organisation à but non lucratif à l'université et aidé à sauver l'une des divisions en déclin de l'entreprise alors qu'elle n'avait que 23 ans. Rien de tout cela n'importait à Branton. Il disait à ses partenaires commerciaux qu'elle avait le cœur trop tendre. Elle dirige avec ses sentiments, pas avec des faits, a-t-il chuchoté un jour à un membre du conseil d'administration. Pendant ce temps, son jeune frère Darren avait échoué dans 2 universités prestigieuses et avait quand même obtenu une voiture de fonction et un assistant. Mais le véritable retournement de situation, l'homme qui a vu sa valeur, celui qui a cru en elle, était son grand-père Hollis Kell, le père de son père, le fondateur, le bâtisseur originel du Kell Dominion. Il a dit un jour à Elira, « Ton père ne te sous-estime pas parce que tu es faible, ma chérie. Il le fait parce qu'il a peur de ce qu'il ne peut pas contrôler. » À l'époque, elle pensait qu'il était juste gentil. Elle ne savait pas à quel point il avait raison. Quand son grand-père, Hollis, est tombé malade, c'est Elira qui s'est présentée chaque matin. Elle lui apportait ses médicaments, lui lisait les nouvelles de ses journaux d'affaires préférés et le faisait rire avec des histoires stupides. Même quand ses mains ont commencé à trembler et qu'il a oublié son nom, elle est restée à ses côtés. Elle ne l'a pas fait pour un héritage. Elle ne savait même pas qu'il en existait un à l'époque. Elle l'a fait parce qu'elle l'aimait. « Tu apportes toujours de la lumière dans cette pièce », lui a dit Hollis un matin. Sa voix était faible mais claire. Ses yeux se sont remplis de larmes mais elle a souri et a dit « Alors je continuerai à l'apporter, grand-père. » Pendant ce temps, Branton rendait rarement visite. Quand il le faisait, c'était pour faire pression sur Hollis afin qu'il signe des papiers. Des documents qu'Elira n'était pas autorisé à voir. « Signe juste ici, papa », disait Branton, plaçant son stylo à côté de la page. « Nous garderons tout en ordre et en sécurité. » Mais Hollis hésitait. « Laisse-moi y réfléchir, répondait-il toujours. Et quand Branton partait, frustré et furieux, il embrassait la joue d'Elira et murmurait. « Ne fais pas confiance aux avocats de la famille. » Elira n'a pas compris ce que son grand-père voulait dire jusqu'à un après-midi, où il a regardé avec des yeux fatigués et a dit « J'ai besoin de ton aide. » Elle s'est redressée. « N'importe quoi, grand-père. » Il a hoché la tête. « Je veux changer le testament. Pas par les avocats de la famille, mais par mon propre conseil. Quelqu'un qui travaille encore pour moi. » Le cœur d'Elira s'emballa. « Tu es sûr ?» Hollis sourit faiblement. « Branton n'est pas celui que j'ai élevé. Et ton frère Darren, il n'est que parole, sans courage. J'ai bâti cette entreprise pour un héritage, pas pour la paresse. » Ce jour-là, Elira a contacté M. Langham, le conseiller juridique privé de Hollis. Ils se sont rencontrés secrètement dans un bureau tranquille près de la baie, loin du cabinet principal de la famille. « Il veut que les changements soient exécutoires, » a dit Elira. « Langham a hoché la tête, déjà préparé. « Nous nous en occuperons. Et nous nous assurons que ce soit blindé. » Elira a assisté à chaque réunion, a signé là où c'était nécessaire et a regardé les souhaits de son grand-père prendre forme. Il ne s'agissait pas de pouvoir. Il s'agissait de s'assurer que les bonnes maintiennent l'avenir. Hollis est décédé 3 semaines plus tard. La maison était silencieuse ce matin-là. Le personnel se déplaçait comme des fantômes, essuyant les surfaces et offrant de douces condoléances. Elira est restée dans sa chambre après le départ des infirmières. Elle a tenu sa main froide et a murmuré « Je te rendrai justice. Je te le promets. » Aux funérailles, Branton se tenait sur l'estrade dans son costume noir sur mesure, prononçant un discours fluide sur l'héritage et l'honneur.
Pas une seule fois il n'a mentionné Elira. Pas une seule fois il ne l'a remercié. Il a parlé de l'avenir brillant de Darren et de son engagement envers le nom de la famille. Elira se tenait au deuxième rang. Ses mains se serrèrent en poing. Sa tante Calista se pencha et murmura. « Il ne t'a même pas remercié. » Elira a seulement hoché la tête. Elle s'y attendait. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le petit sourire suffisant que Darren lui a adressé alors que le cercueil était descendu dans la terre. Ce sourire l'a hanté pendant des jours. 2 semaines plus tard, ils se sont réunis au domaine familial pour la lecture officielle du testament. L'air était chargé d'anticipation. Les membres de la famille chuchotaient en prenant place dans la longue salle à manger formelle qui avait été transformée en salle de conseil improvisée. À la tête de la table se trouvaient Branton et Darren, riant doucement, sirotant du bourbon. Elira a été placée à l'extrémité, à côté d'un radiateur cassé. Sa chaise vacillait légèrement, mais elle ne s'est pas plainte. L'avocat de la famille, M. Ellsworth, s'est éclairci la gorge, tenant un épais dossier. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Branton s'est levé et a levé son verre. À l'avenir de cette famille, a-t-il annoncé, à mon fils, qui portera le nom qu'elle, et à ma fille, qui a choisi ses émotions plutôt que la loyauté. Des rires nerveux ont résonné dans la pièce. Certains ont baissé les yeux, d'autres ont regardé Elira avec une pitié maladroite. Elle a regardé son père et n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle savait déjà ce qui allait arriver. Il y a des mois, Hollis lui avait remis la clé du vrai testament. Un testament conservé séparément, signé avec des témoins et notarié en des termes privés. M. Langham l'avait envoyé directement à M. Ellsworth sous des instructions strictes. C'était l'heure. M. Ellsworth a sorti l'enveloppe scellée, celle avec la signature distinctive de Hollis. Il a fait une pause, a regardé autour de la pièce et a dit, conformément à la dernière directive de M. Hollis qu'elle, la majorité de la succession, y compris la participation majoritaire dans quel dominion, est par la présente transférée à sa petite-fille Elira Kell. Silence. Il s'est abattu dans la pièce comme le tonnerre. Darren s'est étouffé avec sa boisson. L'homme de Branton S.E. Figia and L.R. Son vin se renversa sur la table. Quelqu'un halta. Elira ne bougea pas. Elle a simplement regardé son père et a souri. Un sourire lent et calme, car elle avait attendu ce moment. Non par vengeance, mais par justice. La voix de Branton fut la première à briser le silence. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» a-t-il exigé. Monsieur Ellsworth est resté calme. La succession appartient à Elira Kell. Le testament a été mis à jour 3 semaines avant le décès de Monsieur Hollis. Toutes les procédures légales ont été suivies. Brennan S.C. leva une tremblante. Vous l'avez manipulé. Il était confus. Faible. Avant qu'Elira ne puisse répondre, Monsieur Ellsworth a dit, Monsieur Kell a été examiné par 2 professionnels de la santé pendant cette période. Il était lucide et compétent. Ce document est juridiquement contraignant. Darren regarda autour de lui, stupéfait. Ça ne peut pas être vrai. Elira a finalement parlé, sa voix égale. C'est vrai. Et grand-père s'en est assuré. Parce qu'il a vu ce que vous avez refusé de voir. Branton a pointé un doigt tremblant vers elle. Vous pensez avoir gagné. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut pour diriger cet empire. Elira s'est levée. Je le sais depuis longtemps. J'ai juste cessé d'attendre votre permission. Le lendemain, Elira était au siège de l'entreprise avant le lever du soleil. Elle a traversé le hall avec une confiance tranquille. La réceptionniste s'est levée, surprise. Mademoiselle laquelle. Appelez-moi Elira, dit-elle gentiment. Et j'ai besoin de l'ascenseur de la direction. Elle est montée seule au dernier étage et est entrée dans le bureau qui avait appartenu à son grand-père. La vue sur la ligne d'horizon s'étendait à l'infini. Elle s'est dirigée vers le grand bureau en acajou, a touché sa surface et a murmuré. Mettons-nous au travail. Sa première décision fut de changer les serrures. Puis elle a convoqué chaque chef de service pour une réunion privée. Dites-moi ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, a-t-elle dit. Sans détour. Ils étaient stupéfaits, mais elle a écouté. Elle a pris des notes. Elle a posé des questions sur le moral, le gaspillage et les idées. Et surtout, elle a instauré la confiance. Silencieusement, soigneusement, pendant que Branton s'agitait en coulisses, essayant de rallier des alliés. Elira avait déjà dit longueur d'avance. Branton ne resta pas silencieux longtemps. En quelques jours, des rumeurs se sont répandues dans l'entreprise.
Elle n'est pas expérimentée. Elle est émotive. Le conseil d'administration ne tiendra pas sous sa direction. Elira, lesser ignores. Au lieu de cela, elle a rassemblé des documents, des emails, des dossiers financiers, des preuves de mauvaise gestion. Elle s'était préparée à cela. Lorsque le conseil d'administration s'est réuni pour une session d'urgence, elle a tout apporté. Branton est arrivé en retard, vêtu de son blazer bleu marine préféré et avec un sourire suffisant. Parlons de la gestion des dégâts, a-t-il annoncé. Elira s'est levée. Ceci n'est pas une réunion de gestion des dégâts. C'est une restructuration. La salle est tombée dans le silence. Un par un, elle a distribué des dossiers remplis de données. Des preuves de détournement de fonds, de transactions douteuses et d'abus de fonds par Branton et Darren. Le conseil a parcouru les pages avec incrédulité. Le sourire de Branton s'est effacé. Tu bluffes. Elira a haussé un sourcil. Alors, votons. Le vote n'a pas été serré. Il a été unanime. Branton s'est vu interdire l'accès à l'entreprise. Darren a perdu tous ses privilèges de direction. Leurs cartes d'accès ont été désactivées avant la fin de la réunion. Elira les a raccompagnés elle-même à l'ascenseur. Tu penses que c'est fini? A grogné Branton, la voix basse. Elira s'est légèrement penchée et a dit. Je sais que ce n'est que le début. De retour dans son bureau, elle ferma la porte et expira pour la première fois depuis des jours. Ses mains tremblaient. Non pas de peur, mais de soulagement. Elle s'était battue. Elle avait gagné. Mais plus que ça, elle avait survécu. Et cette fois, elle ne se contentait pas de survivre. Elle reconstruisait. Pas seulement l'entreprise, mais l'avenir. Une brique à la fois. La semaine suivante passa rapidement. Elira convoqua chaque chef de division et envoya des lettres officielles décrivant une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de népotisme et de direction hostile. Si vous êtes ici pour travailler, vous êtes en sécurité, a-t-elle dit au personnel lors de sa première assemblée générale. Si vous êtes ici pour exploiter ou intimider, la porte est par là. Les employés écoutèrent, incertains au début. Mais à mesure que les changements ont commencé à se manifester, de nouveaux programmes de mentorat, un service des ressources humaines plus solide et des politiques favorisant la transparence, quelque chose a changé. L'espoir est revenu. Elira n'a pas promis de miracle. Elle a promis l'honnêteté. Elle a retroussé ses manches, a parcouru les couloirs et a serré chaque main. Les gens ont commencé à l'appeler Mademoiselle Kell, avec quelque chose de plus que de la politesse. Ils le disaient avec respect. Mais Branton n'a pas disparu. Il a lancé des menaces légales, des accusations publiques, et a même tenté de monter la loyauté familiale contre elle. Tu as embarrassé cette famille, a-t-il sifflé lors d'un appel téléphonique houleux. Tu as traîné notre nom dans la boue. Elira a gardé sa voix stable. Je n'ai rien fait que tu n'aies commencé, papa. J'ai juste refusé de me taire. Darren, amer et embarrassé, a publié des messages énigmatiques en ligne sur les filles ingrates et la trahison d'entreprise. Elira l'a ignore. Au lieu de cela, elle a contacté des femmes entrepreneurs, s'est associée à des écoles pour des stages et a bâti une vision ancrée dans l'éthique. Les gros titres ont changé. Quel Dominion entre dans une nouvelle ère. Une jeune PDG restructure de l'intérieur. Chez elle, son monde était plus calme. Après de longues journées, elle se blottissait sur le canapé avec son fils, Jory. Il n'avait que 6 ans mais avait l'œil vif et était plein de questions. Un soir, après l'avoir bordé, il demanda « Maman, pourquoi grand-père avait l'air si fâché ce jour-là » Elle fit une pause, écartant ses cheveux. Parce qu'il avait oublié que les filles peuvent aussi être aux commandes. Jory sourit. « Eh bien, c'est toi qui es aux commandes maintenant. » Elle lui a embrassé le front. « C'est vrai, mon bébé. » Et alors qu'il s'endormait, Elira s'assit au pied du lit et murmura. « Et je m'assurerai que tu n'oublies jamais ce que les femmes peuvent faire. » Ce n'était pas toujours facile. Certaines nuits, Elira restait dans son bureau après minuit, fixant les chiffres et les graphiques, se demandant si elle prenait les bonnes décisions. Parfois, le poids de ce dont elle avait hérité, non seulement l'entreprise mais aussi les attentes et la pression, lui semblait trop lourd. Mais elle n'a jamais reculé. Elle pensait à son grand-père. Elle pensait à la fille qu'elle était. Et elle a continué. « Si tu veux construire quelque chose qui dure, » lui a dit Ulysse un jour, « tu le construis avec ton cœur, ta tête et tes mains. Jamais un seul des trois. » C'est devenu son mantra. Un jeudi matin, elle est entrée dans le bâtiment en sirotant son café, parcourant une note sur un nouveau partenariat caritatif avec de petites entreprises.
Et c'est là qu'elle a vu Branton, debout seul devant le bâtiment. Pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste un homme dans un manteau froissé, regardant ce qui était autrefois sa tour. Il avait l'air perdu. Elira n'a pas ralenti. Mais juste avant que la porte coulissante en verre ne se referme derrière elle, elle s'est retournée, a croisé son regard et a dit doucement « Bonjour, papa ». Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Tout ce qui devait être dit était déjà écrit sur son visage. De retour dans son bureau, elle a ouvert le tiroir supérieur de son bureau. À l'intérieur, elle avait placé une vieille photo légèrement délavée d'elle sur les épaules de son grand-père. Ses cheveux étaient en 2 couettes, son sourire trop grand pour son petit visage. Au dos, d'une écriture tremblante, Hollis avait écrit « Tu l'as toujours eu en toi ». Elle a touché les mots et a fermé les yeux. Non pas parce qu'elle avait besoin de pleurer, mais parce qu'elle avait besoin de se souvenir. Elle n'avait pas pris le pouvoir. Elle l'avait mérité. Quelques mois plus tard, elle a été invitée à prendre la parole lors d'une conférence nationale sur le leadership. La salle était comble. Les appareils photo crépitaient. Le modérateur a demandé « Quelle est la leçon la plus puissante que vous ayez apprise ?» Elira a fait une pause. Puis elle a répondu que le silence n'est pas la paix, que l'obéissance n'est pas le respect, et que parfois, les gens qui essaient de vous enterrer ont juste peur de ce que vous deviendrez. Le public s'est tu. Puis les applaudissements ont suivi, longs et bruyants. Mais Elira ne s'est pas délectée des louanges. Elle a simplement hoché la tête, est descendue de la scène et est retournée au travail. L'un de ses premiers actes de direction a été de lancer l'initiative Quelle pour les femmes en affaires. Elle offrait des financements, du mentorat et un espace pour les jeunes femmes ayant de grandes idées mais peu de soutien. Nous ne nous contentons pas de signer des chèques, a déclaré Elira dans son discours d'annonce. Nous ouvrons des portes qui sont restées verrouillées trop longtemps. Les candidatures ont afflué. Des histoires de filles de petites villes, de mères célibataires et d'étudiantes avec des carnets pleins de rêves. Et dans chacune d'elles, Elira voyait une version d'elle-même. En privé, Elira luttait encore avec les fantômes de son passé. Elle se demandait si Branton l'avait jamais aimée. S'il l'avait jamais vraiment vue, ne serait-ce qu'une seconde. Et elle pensait à la fin alternative, celle où ils travailleraient ensemble, côte à côte. Mais elle ne s'attardait pas sur ses pensées. Car la guérison ne vient pas toujours avec une conclusion. Parfois, elle vient avec le lâcher-prise. Vous ne devez pas la paix aux personnes qui ont bâti leur pouvoir en niant le vôtre, lui a dit un jour son thérapeute. Elle portait cette vérité comme une armure. Elira qu'elle a construit quelque chose que son père n'aurait jamais pu. Pas seulement un empire, mais une culture. Une culture ancrée dans la responsabilité, la croissance et la dignité. Elle n'a pas seulement restauré le quel dominion. Elle l'a redéfini. Et bien que Branton ne dirait jamais les mots à voix haute. Au fond de lui, il le savait. L'héritage qu'il a tenté de voler avait trouvé son véritable gardien. Au final, le véritable héritage n'était ni des actions, ni des terres, ni des parts. C'était un feu. Et Elira, elle a appris à le porter sans se laisser consumer par lui.